Nos trois experts en plateau ce matin. Augustin Landier, professeur à HEC, co-auteur des 10 idées qui coulent la France aux éditions Flammarion. Bonjour, merci d'être avec nous. Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social et écologique, édition Flammarion, champ actuel. Jérôme Dédéian, bonjour. Bonjour Stéphane. Président de Mon Partenaire Patrimoine, associé du site toutsurmesfinances.com. On va parler de cette reprise vigoureuse aux États-Unis et en Europe. Hier, la Banque Centrale Européenne a relevé ses prévisions, 4,6% de croissance pour cette année, 4,7% l'an prochain. Avant de parler des bémols, un mot sur la vigueur de cette reprise, Éric Heyer. Vous avez dit en introduction qu'elle était à 2 vitesses, elle est peut-être même à 3 vitesses, ou enfin, il y a beaucoup de vitesses, c'est même peut-être 5 vitesses. C'est-à-dire que globalement, d'abord dans les pays développés, d'accord, il y a une vigueur, mais il faut rappeler il y a les États-Unis qui repartent extrêmement vite. Vous voyez, aujourd'hui, le taux de croissance, il faut vraiment les prendre avec beaucoup de précaution. C'est le niveau auquel on est aujourd'hui par rapport à ce qu'on aurait dû être. Vous voyez, les États-Unis, au premier trimestre, sont quasiment revenus à leur niveau de 2019. Quasiment, il manque moins de 1 point de PIB, alors que la zone euro est plutôt aux alentours de -5. Donc, vous voyez, donc il y a quand même 2 vitesses là, de ce point de vue-là. Et au sein de la zone euro, alors là, c'est une hétérogénéité qui est complète. Vous voyez, la France en sort plutôt bien, parce qu'elle est à -4,7, donc c'est même mieux que l'Allemagne, vous voyez, à -5. Mais après, vous avez l'Italie qui est à -7, vous avez l'Espagne qui est à -9. Vous voyez, vous avez le Royaume-Uni, alors on ne met pas en Europe, mais tout de même à -8. Donc vous voyez, il y a une hétérogénéité aussi très forte au sein des pays développés. Et au sein de ces pays, vous avez une hétérogénéité sectorielle. Vous avez des secteurs qui sont quasiment revenus à la normale et des secteurs qui sont encore à -28. Donc vous voyez, enfin, aujourd'hui, parler de taux de croissance, il faut le prendre avec beaucoup de précaution, et de reprise, je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme. On est encore en récession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit moins qu'on produisait il y a 1 an. Donc pour moi, c'est encore une définition de la récession. Alors ensuite, vous avez effectivement les pays en voie de développement. Ça, je pense qu'il va falloir en dire un mot. Et je pense que les taux de croissance sont très trompeurs aussi pour eux, parce que vous voyez, on compare, on dit voilà, ils ont moins chuté. C'est vrai que la récession était un peu moins forte chez eux. Oui, mais le niveau de croissance qu'ils auraient dû avoir, normalement, vous voyez, la Chine doit faire +6, l'Inde doit faire +6. Donc quand vous faites un 0 alors que vous devez faire +6, c'est en fait une chute qui est extrêmement violente. Et lorsque vous raisonnez par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir, et bien en fait, finalement, quand on dit l'Asie sort vainqueur, ben non, c'est complètement faux. La Chine sort effectivement vainqueur, elle s'en sort mieux que les autres. Mais quand vous regardez l'Inde, c'est une catastrophe aujourd'hui. Ils sont plutôt à -10, -11 par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir. Vous avez la Thaïlande, c'est la Bérésina. Donc vous avez plein de pays, c'est vraiment la Bérésina, nettement pire que ce qu'on peut trouver dans les pays développés. Donc attention à cette vision un peu, voilà, l'Asie sort vainqueur. Non, et puis après, bien sûr, il y a l'Afrique, où aujourd'hui, c'est aussi une croissance qui va être beaucoup plus faible, parce qu'il y a beaucoup de moyens. Vous voyez pourquoi les pays vont rebondir? C'est qu'en gros, on a injecté beaucoup d'argent dans ces pays en voie de développement, notamment en Afrique. Il n'y a pas cet argent pour reconstruire, et donc effectivement, le stimulus budgétaire va être beaucoup plus faible dans ces pays-là. Alors justement, Augustin Landier, reprise inégale et reprise qui ne sera peut-être pas durable. Les Américains sont en train de mettre en place un plan d'investissement massif étalé sur plusieurs années. En Europe, on a du mal à envisager les relais de croissance pour qu'elle soit durable, cette reprise. Alors, je ne sais pas comment vous entendez durable, si c'est juste l'horizon de temps, mais... On n'aura pas 4,7% de croissance tous les ans dans la zone euro. Non, heureusement, en un certain sens, ça serait étrange comme situation. C'est pas du tout notre asymptote. Et donc, mais en revanche, pour donner un petit peu des nuances sur ce que dit Eric, c'est que la question, et donc il pose la bonne question qui est au fond, est-ce que la bonne manière de raisonner, c'est de prendre comme point de référence ce qui aurait dû se passer si le Covid n'avait pas eu lieu, ou bien est-ce qu'il faut plutôt prendre la perspective d'une congélation de l'économie, où on reprend le film exactement là où on l'a laissé, auquel cas l'Inde redémarre là où elle était, et cet intervalle au fond n'est pas là, quelque chose, une sorte de manque à gagner. Je pense que dans le ressenti des gens, il y a quand même cette espèce d'euphorie de la reprise. Ça, je pense qu'elle est quand même perçue partout, et je pense que le film est un petit peu spoilé par les États-Unis sont passés avant en un sens, et donc on voit bien ce qui va se passer. Il va se passer quand même cette espèce de sensation comme ça de remontée à la surface qui est très forte partout. Alors effectivement, il y a des inégalités très fortes. Je crois
crois qu'elles sont surtout sanitaires. C'est-à-dire qu'en un sens, dans les pays pauvres, c'est surtout la situation des personnes âgées qui, elles n'ont pas du tout bénéficié du même niveau de protection. Mais en revanche, je pense que quand même le niveau de remontée, de ce sentiment de remonter à la surface, il est très 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 généralisé et assez euphorisant. Il y a quand même une espèce d'ivresse comme ça de la reprise que je trouve très très forte. Et puis qu'on anticipe quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis il y a 3 mois. Jérôme ? Ouais, moi je vais rajouter à ce panorama macroéconomique ma vision d'entrepreneur, si vous voulez bien. Puis j'ai la chance dans mon métier de rencontrer beaucoup de patrons. J'en ai encore vu une vingtaine hier. En fait, ils sont tous hyper optimistes comme moi. Pour la marge de leurs affaires, moi je suis très optimiste pour toutes mes boîtes. On voit bien qu'il y a une envie que ça reparte, une envie de consommer. Il y a nos 140 milliards d'épargne accumulés. Il suffit qu'il y en ait, c'est le FCE qui l'a calculé, je crois, 20% pour qu'on prenne 2 points de PIB de plus de croissance par rapport aux prévisions les plus optimistes. Donc tout ça est très très favorable. Et pourtant, il y a des obstacles sur cette reprise. C'est-à-dire qu'en fait, le flux est là. Mais il y a des obstacles sur cette reprise. Je voudrais en citer 2. Il y a d'abord les politiques gouvernementales de stimulus qui ne doivent pas s'arrêter tout de suite, mais qu'il faut quand même progressivement commencer, sinon à débrancher complètement, au moins à réorienter. Il y a des secteurs qui ont toujours besoin qu'on les accompagne, c'est pas encore repris complètement, on rouvre les boîtes de nuit le 2 juillet, le monde de la nuit veut revoir le jour, si je peux me permettre, et ça va peut-être pas revenir tout de suite, compte tenu des contraintes de vaccination, de passeport sanitaire, qu'on va leur coller dessus. Donc il faut continuer à soutenir les secteurs qui ne peuvent pas repartir tout de suite. On pourrait parler du tourisme, du transport aérien, etc. Il faut évidemment arrêter ou commencer à débrancher les stimulus de la demande, c'est-à-dire qu'on est dans un moment keynésien extraordinaire depuis 1 an, et ce moment keynésien, on a d'abord stimulé la demande des ménages, ou maintenu la demande des ménages, il est temps de commencer à réorienter du keynésianisme vers l'investissement, et peut-être de l'investissement santé, infrastructure, etc., qui permettrait de stimuler la croissance de long terme pour essayer de la faire revenir à un niveau qui n'est peut-être pas celui d'avant la pandémie, mais qui serait satisfaisant. Et puis dans les goulots d'étranglement, moi je vois ça sur mes entreprises, en tout cas celles qui produisent et qui ont besoin de matières premières, et je vois ça chez tous les chefs d'entreprise que je rencontre, il y a un énorme problème d'approvisionnement en ce moment. Les chaînes logistiques sont complètement désorganisées, le transport mondial, le transport maritime notamment, est vraiment très très compliqué, il y a moins de capacité qu'avant parce que les compagnies maritimes ont baissé leur capacité, il y a explosion du coût du fret, et vous avez les États-Unis qui, comme ils ont mis en stimulus plus que le déficit de PIB que la pandémie a créé, plus. Voilà, assèche le marché mondial des matières premières dont les entreprises ont besoin. Et nos entrepreneurs européens n'arrivent pas à trouver les matières premières dont ils ont besoin pour faire leur chantier, notamment dans le bâtiment, etc., parce que c'est les Américains qui assèchent le bois, le placo-plâtre, etc., parce qu'ils achètent tout ce qui se passe pour soutenir la demande extraordinaire qui est créée chez eux. Et donc tous ces obstacles-là vont peut-être, je suis un incorrigible optimiste, se réguler au fur et à mesure que ça va s'améliorer, mais ils pourraient freiner la demande qui pourtant est là. Voilà. Le marché de le service de la demande. Peut-être une réaction. Oui, je vais peut-être compléter parce qu'effectivement, c'est important ce qu'a dit Jérôme. Il faut quand même rappeler cette crise. Cette crise, c'est à la fois un choc d'offres et de demande. On a empêché des gens d'aller travailler, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont arrêtées, ça c'est le choc d'offres, et c'est un choc de demande, on a un peu empêché les gens d'aller consommer. Systématiquement, quand vous avez un choc d'offres et de demande en même temps, c'est le choc de demande qui provoque les premiers effets, et ensuite le choc d'offres arrive. Et on est dans ce moment-là, c'est-à-dire que le gouvernement a stabilisé peu ou prou le revenu des ménages, donc la demande commence à repartir, parce qu'on a fait ce keynésianisme. Alors pour moi, le keynésianisme, c'est à la fois sur la consommation et sur l'investissement. Soutenir l'investissement, c'est aussi du keynésianisme. D'accord, mais du coup, là, aujourd'hui, on est dans le deuxième effet, c'est l'offre qui manque. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut encore rappeler, on empêche des gens d'aller travailler encore aujourd'hui. Il y a du chômage partiel, il y a des investissements. Donc le choc d'offres existe encore. Il y a le choc d'approvisionnement et le choc de travail. Donc c'est ce choc d'offres qui aujourd'hui marque le plus l'économie. C'est-à-dire qu'effectivement, les tensions inflationnistes, la demande est en train de pas revenir à sa normale, mais en train de repartir. Mais c'est le choc d'offres. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut jouer sur ce choc d'offres. Mais petit à petit, ça va se lever parce qu'on va lever les mesures prophylactiques. Donc les gens vont retourner à travailler, on va lever le chômage partiel. Donc les tensions qu'on est en train de vivre d'un point de vue inflationniste, il y a un effet de base, mais il y a aussi ces effets d'offres. Et donc ça, je suis d'accord. Et le deuxième point soulevé par Jérôme est primordial, c'est aujourd'hui, tout cet argent que l'on a donné, qu'on a compensé pour les ménages, n'est pas retourné dans l'économie. Il est resté dans les comptes en banque. Alors, il y a les 140 milliards pour la France, mais dans tous les pays, on le voit, ça monte jusqu'à 3300 milliards aux États-Unis. Donc ça, c'est effectivement la reprise de demain. C'est
où vont aller ces milliards d'euros. Et c'est là où il va falloir faire attention à deux enjeux pour que ça retourne. C'est un peu en gros ce qu'on appelle la confiance, mais c'est un fourre-tout. Mais c'est un peu l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va en parler, l'emploi, on ne sait pas exactement où ça en est. L'emploi, on va en parler. Et après, toutes les mesures qu'on annonce pour l'avenir, c'est-à-dire les réformes de l'assurance chômage, les réformes des retraites. Attention à ne pas être trop anxiogène. Si vous êtes anxiogène, et si un peu tous les pays le font, alors effectivement, vous allez dire on va augmenter les impôts demain, on aura moins de revenus, je vais garder cette épargne. Et alors peut-être que cette reprise que l'on envisage, parce qu'il y a à peu près entre 8 et 10 points de PIB de revenus des ménages qui dorment aujourd'hui et qui permettraient d'avoir une croissance, peut-être que ça va rester. Alors ça ira quelque part, ça c'est sûr. Mais où ça serait un peu plus difficile. Je voudrais rajouter deux choses sur l'emploi, très important. On a vu aux États-Unis qu'on avait du mal, compte tenu des chèques qui ont été faits aux ménages américains, à faire revenir les gens au travail, alors que les entreprises avaient des besoins d'embauche absolument considérables pour assurer la reprise. Il y aura peut-être une évolution majeure à la rentrée lorsque les aides vont s'arrêter. Exactement, donc ça c'est fondamental, c'est pour ça que je disais qu'il faut passer d'un moment keynésien soutien de la demande à un moment keynésien soutien de l'investissement et de l'offre pour servir la demande, et il faut évidemment arrêter les désincitations à la reprise de l'activité, parce que nos entreprises ont cruellement besoin d'embaucher pour soutenir la production nécessaire à la demande. L'autre point, c'est qu'il y a des choses qui vont bouger dans le comportement des consommateurs et qui vont frapper un certain nombre de secteurs, et ça c'est très difficile à lire, on peut faire de la prévision, et typiquement, si on parle du transport aérien, à quel moment le tourisme d'affaires, qui est vraiment le moteur de la profitabilité des compagnies d'assurance, revient une fois que les mesures prophylactiques sont levées, et est-ce qu'il revient à son niveau d'avant-pandémie? Moi, j'en suis pas du tout persuadé, et ça a un impact majeur sur le modèle économique des compagnies aériennes qui ont joué ces dernières années deux segments différents. Les compagnies traditionnelles qui ont joué vraiment le passager à haute contribution de business avec un hub, des liaisons partout, et puis les transporteurs low cost qui se sont plutôt concentrés sur le segment du loisir. Et en fait, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait de nouveau un modèle économique comme avant sur un secteur comme le transport aérien de business. Augustin, aux États-Unis, 7,5 millions d'emplois qui avaient été détruits par la pandémie n'ont pas été recréés. Est-ce qu'il y a un risque qu'on ne retrouve jamais tous ces emplois, sachant que les entreprises ont profité de la crise pour faire des gains de productivité ? Je pense pas, mais je pense qu'en revanche, il y a effectivement une espèce de réticence à retourner au travail, étant donné le fait que les gens n'ont pas de problème de liquidité immédiat pour beaucoup d'entre eux. Et ça, le risque, c'est plutôt le risque inflationniste que ça peut créer, parce qu'effectivement, donc il y a à la fois d'un côté ces problèmes d'approvisionnement qui créent mécaniquement une hausse des prix, des matières premières, des produits intermédiaires, et puis de l'autre, si les entreprises ont besoin de relever assez vite les salaires pour convaincre les gens de revenir au travail, là, vous pouvez enclencher des mécanismes d'inflation qui sont un peu le grand thème en fait économique aux États-Unis, qui là aussi nous précède. C'est-à-dire que je pense que c'est pas encore un thème en Europe. Il n'y a pas vraiment le feu, mais voilà, ça va venir. Il n'y a aucune raison que ce thème ne vienne pas. Et donc, encore une fois, on est vraiment, je reprends un peu ce truc, on voit le film un peu en avance aux États-Unis. En fait, on sait les thèmes qui vont monter en Europe. Et donc, ce thème de l'inflation va monter. Et chez nous, ça sera un thème plus sensible parce que la question des dettes souveraines, de leur soutenabilité est beaucoup plus problématique. Il y a une fragilité de ce côté-là en Europe. Avant de parler d'inflation, on va peut-être rester sur l'emploi. Jérôme, est-ce que vous pensez que le risque de faillite, il est toujours important en France en sortie de crise? Pour l'instant, quoi qu'il en coûte, a permis d'éviter une casse monumentale. Alors, il y a eu évidemment, dans l'ampleur des stimulus qui ont été mis là pour compenser l'activité des entreprises qu'on avait fermées, il y a eu un arrosage massif. Et pour certains business, ça leur a permis de rester vivants, alors qu'ils auraient dû tomber par un mécanisme normal de quand une boîte ne gagne pas d'argent durablement et qu'elle ne trouve plus de financement, elle tombe. Et donc on estime, c'est ce que j'ai vu dans les études de différentes agences économiques, qu'il y a en France à peu près 60 000 entreprises qu'on qualifie de zombies, c'est-à-dire qui ont été maintenues en vie grâce aux mesures de compensation Covid, alors qu'elles devraient tomber. Et donc tout l'enjeu est de savoir à quelle vitesse on débranche, mais il va falloir les laisser tomber. C'est-à-dire que je crois vraiment pas qu'il faut continuer à entretenir, à colcoïser un pan entier de l'économie qui n'est pas profitable. Car c'est pas un service à rendre au pays, parce que ça va mobiliser des ressources de financement public qui trouveraient mieux à être utilisées à des endroits où on investit pour demain et où on lance des entreprises qui, elles, vont être des modèles économiques qui seront les pourvoyeuses de l'impôt, de la richesse à partager et des emplois de demain. Éric, 86 000 postes ont été créés au premier trimestre en France, malgré le confinement et malgré la petite contraction du PIB. C'est l'effet du quoi qu'il en coûte ? En partie. Vous voyez, aujourd'hui, c'est
très difficile à lire ces chiffres. Pourquoi ? Parce que globalement, puisque vous avez deux secteurs, enfin vous en avez plus, mais on va dire deux types de secteurs, ceux qui sont repartis et ceux qui sont à la traîne. Mais ceux qui sont à la traîne, qui auraient dû détruire de l'emploi, on a gelé les emplois. Il y a 2,3 millions de salariés qui sont en activité partielle. Donc normalement, vous voyez, ces chiffres-là, c'est des destructions, des créations. Et normalement, on aurait dû avoir un peu plus de destruction que des créations au cours de ce trimestre, parce que on tourne quand même encore à 5% en dessous du niveau normal. Donc on aurait dû avoir... Mais là, aujourd'hui, les secteurs qui vont bien ont le droit de recruter, et ceux qui se portent mal ne licencient pas, parce que c'est en activité partielle. Donc là, c'est un peu trompeur. Mais alors, c'est tant mieux, hein, on a envie de dire, le gouvernement est en train de réussir, pour l'instant, son pari de je ne provoque pas de crise sociale. Vous voyez, aujourd'hui, le niveau d'emploi par rapport au niveau de 2019, c'est à peine moins 263 000. Vous voyez, c'est rien du tout par rapport à la chute d'activité. Donc, bravo, le gouvernement a pour l'instant maintenu quasiment l'emploi. C'est uniquement les contrats courts qui n'ont pas été renouvelés. Donc, malheureusement, il y a des trous dans la raquette chez les jeunes et chez les précaires. Donc, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour eux. Mais globalement, ils réussissent l'emploi. Ça va être lorsqu'on va lever toutes ces aides, où on va voir quand la mer se retire, si on est complètement en maillot de bain ou pas. Et ça va être là le danger. Alors, pour l'instant, parce qu'il y a une petite bombe à retardement, c'est la dette privée. C'est-à-dire que pour l'instant, on a plutôt endetté les entreprises pour passer ce mauvais cap. Mais il manque aujourd'hui, il y a un manque à gagner de 69 milliards d'euros en 2020 pour les entreprises. On ne peut pas normalement ne pas faire faillite quand il manque autant. Vous voyez, c'est un CICE, c'était 20 milliards. Donc vous voyez là, en un an, elles ont perdu 3 CICE. Normalement, il doit y avoir des dégâts, puisque le CICE avait créé l'emploi, ça doit en détruire. Pour l'instant, on ne le voit pas, d'accord ? Donc le gouvernement fait des moratoires pour que le remboursement soit un peu plus tard, donc là c'est en 2022, donc en espérant que l'activité soit bien repartie et que finalement, peu ou prou, ça soit pas grave. Mais ce qu'a dit Jérôme est juste, il y aura tout de même les zombies. Vous voyez, il y a eu 35 000 destructions, faillites d'entreprises, alors que l'an dernier, alors que normalement on tourne à 50 000 en moyenne. Donc il y en a eu moins qu'en période normale. Oui, on va revenir à la moyenne, donc ça veut dire qu'on va faire une année au-dessus. Attention, destruction d'emplois liée à cela. L'une des interrogations de la reprise, c'est aussi l'inflation. La BCE a relevé ses prévisions d'inflation pour la zone euro en 2021 et 2022. Mais François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, soulignait ce matin qu'on restera bien sous la barre des 2%. Et aux États-Unis, la hausse des prix à la consommation désormais dépasse les 5%. Augustin, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir si c'est un pic, donc temporaire, ou si c'est une inflation plus structurelle. Je pense qu'il y a un aspect temporaire qui est lié à ces problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire que mécaniquement, les gens qui veulent construire des choses dans l'urgence sont prêts à accepter des prix plus élevés. Donc les prix des matières premières ont augmenté. Ils commencent ceci dit, à se tasser. Donc on voit bien un peu le fait qu'il y a quelque chose effectivement de temporaire, une espèce de reprise qui n'était pas complètement anticipée, hein, et qui du coup va s'étaler un peu plus. Voilà, les prix vont sans doute se stabiliser. Mais là encore, il y a un risque d'enclenchement quand même d'une spirale, surtout qu'au fond, quelque part, cette inflation, elle est un peu désirée. Enfin, même les banques centrales elles-mêmes ont eu énormément de mal sur la décennie passée, en fait, à atteindre les 2% d'inflation qui sont leur cible. Donc il y a déjà une sorte de côté un peu miraculeux pour elles de voir que finalement, là, ça revient. Et après, il y a effectivement une tentation de monétiser les dettes. Et donc, il y a ce dialogue un peu délicat entre la Banque centrale et l'État. La forme que ça prend aux États-Unis, curieusement, le marché en fait est très convaincu que c'est un choc temporaire. Les taux longs ont remonté, mais se sont très vite stabilisés. Donc le marché a l'air de penser qu'il s'agit bien d'une inflation temporaire qui va vite se tasser. Jérôme ? On est dans une période passionnante parce qu'on est dans une période inusitée. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a déversé autant de liquidités dans le monde entier dans une période aussi courte. Et dans l'histoire de l'humanité, quand c'est arrivé qu'il y ait des liquidités massives déployées, ça s'est toujours suivi par une poussée inflationniste de long terme, c'est-à-dire avec un entraînement de spirale, c'est-à-dire l'augmentation des salaires qui se transmet sur les prix et ainsi de suite. Bon. Et quand on en perd le contrôle, ça se termine par la faillite de la monnaie. Hein. Et il faut changer de monnaie, c'est ça le sujet. Bon. Et donc c'est ça qu'on craint. Alors on craint plus ou moins, pour deux raisons évidentes, c'est qu'il y avait quand même, avant la pandémie, des forces déflationnistes très très importantes à l'œuvre, qui étaient des forces, alors il y en a une, elle est toujours de plus en plus compliquée au fur et à mesure qu'elle se déploie, c'est le vieillissement de la population. Parce que normalement le vieillissement de la population entraîne la déflation parce qu'une baisse de la consommation, et en même temps il entraîne aussi une pénurie de main d'œuvre qui peut avoir un effet sur les salaires et donc relancer le truc. Donc à quel moment on est de cette pyramide des âges? Je pense que l'économiste qui arrive à diagnostiquer ça de façon très fine permettra peut-être aux financiers de faire
faire le trade du siècle. Hein, voilà. Donc il y avait ça, et puis il y avait évidemment les gains de productivité massifs, et on est en ce moment même en train de gagner de la productivité avec la numérisation des activités humaines, etc., de façon massive. Et donc ces deux forces puissamment déflationnistes sont encore à l'œuvre. Est-ce qu'elles permettent de compenser ce qui devrait normalement se produire en théorie macroéconomique à cause de cet océan de liquidités qu'on a répandu sur le marché? Bien malin qui peut le savoir. Eric, en un mot, la Deutsche Bank hier a publié une note dans laquelle elle s'inquiète de l'inflation aux États-Unis. Elle parle d'une bombe à retardement. Pour faire court, elle nous dit que c'est le chef économiste de la Deutsche Bank qui pense que ça pourrait plonger l'économie américaine en récession et avoir un impact sur le monde entier, notamment sur les pays émergents. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Alors après, pourquoi j'y crois pas? Parce qu'aujourd'hui l'inflation, bon, ça a bien été dit, donc je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais globalement, elle évolue. Elle évolue par les banques centrales, mais aussi par l'administration Biden. C'est-à-dire que même, vous voyez, si on va dans la théorie moderne de la monnaie, maintenant c'est quasiment l'administration qui décide le nouveau taux d'inflation, et la banque centrale est là pour juste financer les déficits. Donc, vous voyez, même si vous êtes dans cette théorie-là, vous voyez que ce que veut Biden, c'est augmenter les salaires. En gros, c'est ça, c'est le partage de la valeur ajoutée en faveur des salaires. Il avait proposé une augmentation du salaire minimum. Ça s'est pas fait. Ils veulent faire par la surchauffe de l'économie. Donc, il a une cible d'inflation effectivement plus élevée pour essayer de faire en sorte que les salariés gagnent un peu plus. Et donc, c'est lui qui arrêtera. Et donc, ces grands plans de relance, c'est des grandes enveloppes sur plusieurs années. Et il les arrêtera lorsqu'il aura sa cible d'inflation. Donc, c'est voulu. Et tant que c'est associé à de la croissance, vous voyez, cette inflation, la croissance est supérieure à cette inflation. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a de l'inflation sans croissance économique, mais on n'en est pas là. On marque une pause. Juste après, on parlera de la réforme des retraites qui pourrait faire son retour avant la présidentielle. Et puis, bien sûr, on reviendra sur la visite de Joe Biden en Europe avec les enjeux de cette visite. À tout de suite.